Bienvenue sur le podcast Nos souffles d'espoir, qui est un podcast qui rassemble des hommes et des femmes qui viennent témoigner d'une expérience de vie qu'ils ont traversée et de tout ce qui a été soutenant et ressource dans cette expérience, justement pour pouvoir le partager aux personnes qui nous écoutent et qui elles-mêmes peuvent être confrontées à une expérience difficile. Moi je suis Coralie, je suis la fondatrice du podcast et aujourd'hui j'accueille Fanny qui est avec moi. Bienvenue Fanny. Merci Coralie, bonjour. Et puis voilà, pour ce nouvel épisode que vous allez découvrir avec nous. Est-ce que Fanny, tu veux bien te présenter un petit peu, comme ça les personnes qui nous écoutent font connaissance avec toi? Donc, je m'appelle Fanny, j'ai 52 ans, la deuxième d'une famille de 5. Je suis aussi l'épouse d'Arnaud et maman de 2 filles qui ont 17 et 15 ans. Et j'ai été orthophoniste pendant plus de 20 ans et aujourd'hui j'essaye de développer une activité de clown en milieu de soins auprès des personnes âgées, auprès de toute personne qui aurait un autre langage que les mots et auprès des personnes qui entrent dans la dernière période de leur vie. J'ai fait ce switch là depuis 2 ans. 2 ans et demi, donc c'est encore assez récent. Et ma démarche n'est pas celle d'une intermittente du spectacle, puisque je viens du monde du soin. Et donc c'est vraiment proposer cet état clown au lit du malade pour rejoindre en fait toutes les parts de vie qui sont présentes jusqu'à la mort. Ça va aussi avec ma dernière phase d'orthophonie qui était auprès des tout petits, qui n'étaient pas encore entrés dans le langage. Donc je dis souvent que j'ai fait plus de 20 ans la phase A de mon disque, c'était le langage, avec la psycholinguistique, neurolinguistique, neuropsychologie. Et là, la phase B, c'est vraiment tous les aspects non-verbaux qui à la fois précèdent l'émergence des premiers mots et survivent lorsque les mots ne sont plus. Mais tout ça, ça va ensemble. Et quelle est l'expérience que tu as vécue et sur laquelle tu acceptes de venir témoigner aujourd'hui? Eh bien, c'est l'expérience du deuil. J'ai perdu ma sœur et puis ma mère l'année dernière, en 3 semaines. Donc c'était vraiment ces 2 deuils consécutifs dont je peux parler, puisque c'est ce que la vie m'a proposé à traverser. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de choisir de témoigner aujourd'hui? Ton intention posée, toi, de donner la parole à des personnes qui peuvent témoigner de leurs ressources pour d'autres qui seraient dans le dur, qui seraient en train de vivre une épreuve et qui peut-être pourraient trouver un peu de ressort ou de lumière dans les mots de ceux qui acceptent de témoigner. Voilà. Est-ce que tu veux bien m'en dire un petit peu plus justement sur ce qui s'est passé pour toi? Donc, moi j'ai perdu mon père il y a déjà plus de 18 ans. Je sais même pas parce que je compte pas en fait. C'est mon mari qui compte les trucs à la maison, il est ingénieur lui aussi. Moi je compte pas, mais ça fait longtemps. J'avais 33 ans, donc ça fait 19 ans d'un cancer du poumon. Et puis ma sœur est tombée malade. Sur la temporalité, je suis pas très forte. Donc elle est tombée malade une première fois d'un cancer du sein. Autour de 10 ans après, elle a fait une leucémie, qui était un cancer du sang, qui pouvait être en lien avec le traitement chimio qu'elle avait reçu au moment de son cancer du sein. Et elle a refait une récidive il y a 3 ans, dont elle n'a pas guéri cette fois-ci. Quant à ma maman, elle avait 72 ans, et elle avait une maladie qui s'appelle l'amylose, qui atteignait ses organes progressivement. Elle était fragilisée, elle avait du mal à respirer. Et cette dernière maladie de ma sœur, Séverine, a été assez parallèle de l'évolution de la maladie de ma maman. Donc c'est ça que j'ai vécu moi.
la maladie qui évolue, pour les deux femmes de ma vie, les deux piliers du féminin dans mon existence, puisque elles m'ont vu naître. L'une m'a mise au monde et l'autre m'a accueillie comme grande sœur. Et il y avait un étonnant parallèle dans l'évolution de leur maladie. À la fin de l'année 2024, en fait, elles étaient toutes les deux sous respirateur. Donc j'aime bien le titre de ton podcast aussi, Souffle. Parce que quand on fréquente de près des proches qui respirent mal, on se rend compte à quel point la vie, c'est le souffle. Et puis j'ai eu l'honneur, la chance d'accueillir le dernier souffle de ma maman. Et je trouve que c'est une expérience qui est initiatique vraiment. Et qui amène vraiment à prendre conscience de ce dernier souffle. Et donc de ce cri à la naissance et puis de cet air qu'on partage, qui nous relie, qui irrigue tous nos organes et qui nous met dans la vie. Comment tu l'as vécu justement cette période où elles étaient malades Toutes les deux, ouais. Ma sœur, jusqu'à très tard dans la maladie, a fait face avec beaucoup d'énergie. Avec beaucoup de courage aussi. Et elle n'était pas sa maladie. Donc on avait toujours dans nos échanges, dans nos moments ensemble, beaucoup de vie. Cette force-là lui était donnée de continuer à exister dans ses parts non malades. Et donc les autres dans ma famille ont pu dire aussi qu'on l'a vue malade très très tard finalement. Sinon, bien sûr, elle avait des protocoles de soins, elle n'avait plus la vie professionnelle qu'elle avait avant. Elle habite à 600 km de moi, donc on s'appelait, j'entendais son souffle, j'entendais sa fatigue, mais c'était ma grande sœur, donc il y avait aussi quelque chose sans doute d'un peu protecteur où elle savait que j'étais en première ligne pour accompagner ma maman aussi. Donc il y avait un peu cette attention qu'elle me portait l'une et l'autre, parce que je suis géographiquement la plus proche. Ma maman est à 300 km, ma sœur à 600. Je me suis rendu compte après coup que ça prenait quand même beaucoup de place dans ma vie. Que du coup, des impacts tout simples, c'est que je partais pas en vacances très longtemps. Ou pas trop loin. Au cas où il fallait être là pour apporter du soin, que j'étais quand même vis-à-vis de ma sœur pas inquiète parce que j'étais en deuxième ligne. Elle avait sa famille et puis ses amis sur place. Enfin voilà, elle était très entourée. J'étais plus en première ligne vis-à-vis de ma maman, où là ma mère était entourée aussi, mais vivait seule. J'avais plus une inquiétude un peu latente, permanente, je sais pas, mais je me disais plus, il peut se passer quelque chose et je serais peut-être informée jusqu'à ce que d'ailleurs son médecin généraliste me dise vous savez, une parole un peu malheureuse mais qui m'a touchée, c'est vous savez, on pourrait la retrouver morte le matin, votre mère, c'est pas grave, si elle meurt chez elle. Moi j'ai trouvé que c'était grave, j'avais envie d'être auprès d'elle. Donc je me suis un peu habituée à l'idée du coup de fil qui m'annoncerait qu'elle avait été retrouvée morte chez elle le matin, mais j'avais pas envie de ça. Et c'est pas ce qui s'est passé, tant mieux. Voilà, donc je me souviens pas que c'était particulièrement pénible, mais c'était au cœur de ma vie. Donc ça prenait la place, ça prenait beaucoup de place. Ça prenait beaucoup de place et du coup j'étais peut-être un peu moins disponible pour vivre ma vie ici, ma vie de famille. J'étais quand même happée. Et est-ce que déjà à cette période, il y a eu des choses qui ont été soutien pour toi? Mon frère.
parce qu'on était deux quand même, à être ceux qui vont bien dans leur corps. Donc je savais que je pouvais l'appeler à tout moment, même si j'en ai pas forcément abusé, mais je savais qu'il était là pour moi. Mon mari, bien sûr, et puis mes amis. La prière, ouais, ça c'est sûr. Le silence, parfois faire des retraites. Et puis j'ai aussi des groupes de femmes essentiellement, avec lesquelles on se retrouve régulièrement. Un groupe qui est un groupe de prière de maman, qui est comme une deuxième famille pour moi, enfin vraiment qui est un tissage serré de cœur et de prière. On est 8 femmes avec lesquelles j'ai un lien très fort, et lorsque l'une de nous tombe, lorsque l'une de nous vit quelque chose de douloureux, de difficile, on prie ensemble, on prie les unes pour les autres. C'est une énorme ressource. Et puis j'ai un deuxième groupe qui est aussi un groupe de méditation, de réflexion, de partage et de relecture de nos vies. Là, plus autour de la créativité. Je dirais que c'était ça aussi ma ressource pendant la maladie et après la mort. Prendre du temps pour aller contacter la beauté. La créativité, c'est une ressource immense. Ma sœur avait rejoint un groupe sur Instagram. Elle suivait une femme qui était peintre. Et cette femme a créé, alors que Séverine était malade, un défi pour les personnes qui fréquentaient son compte, qu'elle a appelé le défi Créanime, et qui visait à animer la créativité des unes et des autres, en proposant pendant une certaine durée, une semaine, 15 jours, un mot par jour, à partir duquel le petit groupe constitué devait créer. Séverine a participé aux 10 premiers défis. Elle était malade et ça l'a énormément soutenue pendant toute sa maladie. Et moi, à l'enterrement de Séverine, j'ai rencontré Dominique qui a eu l'intuition de proposer un défi Créanime hommage à Séverine après sa mort. Et donc on a été 90 personnes à partir des mots que Dominique nous donnait qui parlaient de Séverine pendant 5 jours à produire quelque chose. L'histoire incroyable de ce défi hommage, qui était le premier qu'elle proposait, c'était pour Séverine, a été que ce défi est tombé le lendemain de la mort de ma maman, et les 5 jours ont été ces 5 jours qui ont séparé sa mort et son enterrement. Donc moi je me suis sentie accompagnée par ma sœur à travers ce truc fou de recevoir 90 dessins de gens qui l'aimaient et qui parlaient d'elle, alors que avec mon frère on préparait l'enterrement. Depuis j'ai fait quelques défis Créanime. Le 11e défi que Séverine n'a pas fait, j'étais heureuse d'y participer, il y avait beaucoup de ses amis. Voilà, et la créativité pour moi elle s'exprime aussi par le chant, par le dessin et par le clown. C'est une grande ressource le clown pour moi. C'est vrai que j'ai pas commencé par ça, mais c'est une grande ressource parce que c'est travailler à un état de stabilité. Le clown il a des grandes chaussures et puis il est un peu assis comme ça. Donc il y a quelque chose physiquement qui va chercher quand même une part solide de moi. Et c'est parce que je suis dans cette part ancrée que je peux me laisser toucher. Moi je suis une grande sensible, donc je me laisse toucher. C'est pas... C'est comme ça. Mais pour pas partir à la dérive avec ses émotions, le clown m'a donné cet équipement, enfin cette conscience du corps comme une vraie ressource aussi. La mort
c'est pas une surprise parce qu'on sait qu'on va mourir, et pour autant, c'est quand même la plus grande des surprises de ma vie d'avoir goûté à l'absence définitive de mon père, de ma mère, de ma sœur. C'est quand même un truc qui me surprend encore, en fait. Je pense qu'on n'est pas câblé pour... Il y a une part de nous qui est difficilement câblée pour consentir complètement à cette absence du corps, ou alors peut-être avec le temps. Comment tu t'es sentie justement quand elles sont décédées? Alors ma sœur, j'ai eu vraiment aussi la chance. Ce qui fait que ces décès ont été profondément quand même habités par la paix pour moi. C'est que j'ai eu la chance de pouvoir vivre mon lien avec chacune jusqu'au bout, et qu'on ait eu le temps de tout se dire, et qu'on ait eu le temps de se quitter. En clown, on parle lors d'une rencontre du temps de l'entrée en contact, du temps de l'accompagnement, de l'accueil, et du temps de se quitter, qui est aussi important que les autres temps. Et là, pour le coup, j'ai eu ce temps-là avec chacune. Donc il y avait quelque chose de l'ordre de l'accompli pour moi, qui n'enlevait pas la douleur qu'elle ne soit plus là, que je ne puisse plus les prendre dans mes bras, leur parler, les entendre, toute cette dimension sensorielle. Mais quelque chose quand même de très apaisé, parce que j'avais pu leur dire au revoir. Ma sœur, je l'ai quittée quelques heures avant qu'elle ne meure, et j'étais dans le train pour rentrer chez moi. Et donc là, j'étais dans le train seule à une place de 2, et son mari m'a appelée pour m'annoncer ça, et c'est vrai que ça a été une secousse, évidemment des larmes irrépressibles, et en fait j'étais seule, et je me suis dit j'ai besoin de bras humains, j'ai besoin. Donc je me suis levée, puis j'ai regardé autour de moi, et je suis allée voir une dame. Je lui ai dit ma soeur vient de mourir, j'aurais vraiment besoin que quelqu'un me prenne dans les bras. Et cette femme m'a fait un câlin que j'oublierai jamais. Parce qu'elle était elle-même très touchée que je la sollicite pour ça, et ça m'a apaisée. Et après j'ai attendu de rentrer pour vivre ce que j'avais à vivre. Mais en fait on est tous pareils, mortels. Donc voilà, je me suis laissée guider par mon intuition sur qui pourrait me donner ce dont j'avais besoin. C'était très beau. Et puis ma maman, on était à son chevet avec mon frère. Mon mari jouait du piano à l'extérieur. Ma fille qui était là aussi dessinait. Donc il y avait quelque chose aussi, justement, cette atmosphère créative. Ma mère était une grande créatrice. Elle adorait bidouiller, créer. Elle avait un bureau plein de machins. Elle était très, très originale et fantaisiste par certains côtés. Donc elle nous a transmis ce pouvoir du décalage aussi, du pas de côté. J'ai pleuré, je pense. Moi, je pense que j'étais un peu sciée là, comme je sais pas comment quand on est un peu sidéré, que ça respire plus quoi. Ça m'est apparu du coup très vite être une enveloppe corporelle qui n'était plus elle. J'ai le souvenir en fait d'avoir été sciée, sidérée, d'être allée ensuite, d'avoir pris le temps de vivre ce moment avec mon frère avant d'aller prévenir les autres. On s'est donné le temps. On s'est donné le temps de pleurer, on s'est donné le temps de la toucher, de continuer à lui parler et de prier. Et puis ensuite, on est allé prévenir les autres. Et là, je trouve que c'est allé très très vite. C'est-à-dire que là, il y avait des trucs à remplir, prévenir les pompes funèbres, décider si on voulait laisser le corps ici ou le rapatrier à 300 km. Ça m'est apparu être un tourbillon, quoi. Et puis sans doute aussi une forme de lâcher, parce que ça faisait 24 heures qu'on veillait le corps et qu'on veillait ma mère. C'était au-delà de son corps même.
ou quelque chose qui lâchait un peu une grande fatigue. La grande douceur aussi pour ma maman, c'est qu'elle était en soins palliatifs et que les soins palliatifs sont vraiment extraordinaires pour accompagner la fin de vie. Elle appréhendait d'aller en soins palliatifs, en plus c'était ici et non pas chez elle. Et c'est vraiment 3 semaines qui lui ont permis de cheminer vers la paix, vers l'apaisement. Ouais. Elle se savait aimer. C'est ça qu'elle a pu dire et qui était très très fort pour elle. Partir en se sachant aimer. Et pour toi, après leur décès à toutes les deux, comment tu t'es sentie? Moi j'ai eu besoin d'aller dans sa maison très vite. Donc d'abord il y a eu toute la gestion de l'enterrement là. On avait vécu un enterrement 3 semaines avant, donc il y avait quelque chose aussi qui faisait appel à des forces qu'on n'avait pas, je pense, mais qui nous ont vraiment été données, parce que on retrouvait le mari de ma sœur et ses enfants, qui étaient eux dans le deuil d'une femme et d'une maman. Et là, en fait, ce qui a été trop chouette, c'est vraiment la fluidité avec mon frère. Et c'est mon frère qui a commencé à organiser un peu les choses pour ma mère, et toutes ses copines aussi qui étaient trop chouettes. Là, je peux témoigner de la ressource des amis, parce que le lendemain de la mort de ma maman, il a donc fallu rapatrier son corps à côté de là où elle vit, parce que pour nous, c'était important que ses amis puissent aller veiller le corps et qu'elle soit au funérarium auprès d'eux. Et donc, j'ai lancé un message à mes copines, et on s'est retrouvés à 8 dans la chambre en soins palliatifs, avec le corps de maman qui était là. Et puis je leur ai raconté, j'ai pu leur dire tout le chemin de la maladie, tout ce qui s'était passé d'extraordinaire aussi dans ces soins palliatifs, dans cet apaisement, leur passé aussi des petits extraits vidéo, des textes qui avaient compté dans ma vie, pour ma mère, pour ma sœur, enfin c'était un moment suspendu, mais pour tout le monde. Un autre moment très fort pour moi, j'ai posé ma tête sur la poitrine de ma maman, du corps de ma maman, et elles sont toutes venues mettre leurs mains sur moi, et elles ont prié pour que j'ai la force, pour que j'aille vers cet enterrement sereinement, pour que je puisse traverser. C'était d'une puissance. Et alors la dame des pompes funèbres de là-bas est arrivée, puis du coup elle est restée dans le couloir parce qu'on n'avait pas fini. Elle m'a témoigné qu'elle n'avait jamais vu ça. Et oui, donc le soutien de ton entourage, de tes amis, il a été vraiment ressource. Très très fort là. Et du coup j'ai appelé les copines de ma mère. Sa chambre était magnifiquement décorée avec des objets, une icône, des choses auxquelles elle tenait, en disant voilà, on met tout ça dans le camion, est-ce que vous pouvez accueillir son corps et installer au funérarium? Et donc elles ont fait un truc génial. Et quand moi je suis arrivée 2 jours plus tard, c'était trop beau quoi. Pareil, je me suis sentie soutenue par ce cocon de femmes qui étaient les amies de ma mère et qui assuraient ensemble l'accueil. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont été ressources pour toi dans ton deuil? Mon frère qui du coup me montrait les différents cercueils pour choisir, puis en fait les gros trucs en chêne, vernis et machin, ça nous disait pas du tout. Et on a pris le cercueil le plus simple, il y avait des cordes pour porter, ça faisait un peu coffre de pirate, un bois tout bête. Et quand je suis venue, moi j'ai demandé aux personnes si on pouvait prendre le couvercle pour le customiser. Et donc il y avait un Christ en plastique tout moche, on leur a rendu. Et on a fait, et c'est les petits enfants qui ont fait une croix en paillettes avec des sequins, et on a collé des cœurs elle adorait faire du découpage à une certaine période, donc on a été chercher dans son bureau justement sa malle au trésor, et on a collé des cœurs de toutes les couleurs sur le couvercle du cercueil. Et ça c'était génial, ça c'était ressource, parce que le jour de l'enterrement,
on voyait ce truc en découpage, c'était trop elle, quoi. Et c'était, moi, ça m'a rendue hyper heureuse, en fait, ça m'a donné le sourire à plein de moments, de même que la photo, mon mari prend les photos de famille depuis toujours et a vraiment un regard de photographe extraordinaire. Et donc là, c'était une photo d'Arnaud, et on avait l'impression tous, on s'est dit, à chaque fois qu'on regardait la photo, on avait la banane, quoi. Elle vibrait, cette photo. Du regard d'Arnaud échangé avec celui de ma maman, mais c'était trop beau. Et l'autre truc pendant l'enterrement qu'on s'est autorisé à faire, c'est de chanter avec les guitares au cimetière, parce que nous, on est une famille qui aime chanter, et ça a toujours fait partie de notre culture familiale. Et le dernier signe de bénédiction, c'était des confettis. Et en fait, c'était une fête. Et nous, on s'est sentis dans la vie, dans la joie et dans la gratitude d'avoir connu cette femme avec les autres. Et puis beaucoup nous ont dit, en fait, comme on a réouvert le cercueil où était la tombe où était déjà enterré mon papa, beaucoup de leurs amis ont eu l'impression de célébrer leur retrouvaille. Et moi, quand j'y suis retournée la semaine d'après, j'avais besoin de passer du temps seule dans la maison. De voir tous ces petits confettis partout, là, ça me donnait le souvenir d'un moment hyper fort de vie, quoi. Oui, c'est beau. La vie et en même temps la mort ont cohabité. Ouais. Ce que j'ai aimé et où je me suis dit, c'est chouette d'avoir cette liberté-là. Parce que une amie qui travaille à la coopérative funéraire m'avait dit, tu sais, c'est possible, cette histoire de customiser un peu le cercueil, cette histoire de demander des choses inhabituelles. Je trouve que c'est important de pouvoir se donner la liberté, de pouvoir aller vers l'audace de ça. Là, en fait, on l'a fait aussi parce que ma maman était une femme originale, qu'elle sortait facilement des codes et que ça lui ressemblait. C'était pas juste pour pas faire comme tout le monde, c'était surtout pour faire comme elle. Et donc j'ai trouvé que c'était complètement à son image. Et puis après, j'ai passé du temps dans la maison, je suis retournée seule dans la maison et j'ai créé. J'ai pris toutes ces revues, j'ai fait des collages avec, j'ai coupé, j'ai fini Je me souviens notamment d'avoir fini un mot fléché et après d'avoir coupé les mots et de les avoir assemblés, d'avoir écrit à partir de ces mots-là. Enfin, j'ai vraiment cherché de la matière pour écrire, pour créer, voilà. Donc ça, c'était plutôt agissant pour moi d'une bonne façon, mais j'ai aussi eu une nuit de détresse profonde. Mon frère était dans la maison, il m'avait rejoint à ce moment-là, en bas. Et donc je pense que le fait de savoir qu'il était là m'a autorisée à aller vers le chagrin profond, qui était presque une folie. C'était vraiment des hurlements, comme j'en ai poussé, quoi. Quelque chose qui me déchirait. De dire, non, voilà, j'ai plus ma maman. C'était vraiment quelque chose, je pense, qui venait de mes entrailles et qui était le tout petit enfant, quoi, qui se disait, tu n'es plus là, pour toujours. Voilà, j'ai traversé cette nuit. Le lendemain, j'étais épuisée, mais j'ai senti que c'était une étape importante, en fait. Et puis, je suis retournée dans la maison seule. Plusieurs fois, j'avais vraiment ce besoin-là. Parce que dans cette maison, c'est marrant d'ailleurs, parce que je me suis dit, mais elle a quand même vécu la maladie dans cette maison, elle a vécu des moments de solitude et de souffrance. Mais c'est pas ça qui m'apparaît quand j'y suis. C'est vraiment tous les tableaux qu'elle a réalisés, les petites créations, ces CD que je me passe, une écharpe que je vais sentir. J'aime la sentir présente de cette façon-là. On n'avait pas les mêmes besoins avec les autres ayants droit, ou je sais plus comment on dit. Enfin, pour la succession, il a fallu qu'on décide de garder ou de se séparer de cette maison. Ça, c'était une vraie question. Mon frère, lui, n'avait pas le souhait de garder cette maison. Et au contraire, s'en séparer, il sentait que c'était
c'était plus une nécessité pour lui pour avancer. Alors que moi, j'avais encore besoin de pouvoir être dedans pour cheminer. Et on a eu une conversation super pour pouvoir se le dire. Puis moi je lui ai dit mais du coup je me demande si je suis normale d'avoir besoin d'être encore dans cette maison, peut-être que je fais pas bien mon deuil, peut-être que je suis trop nanana. Et lui m'a dit bah moi je me demande si je suis normale de devoir m'en séparer. Et on s'est marré quoi, parce qu'on s'est dit en fait je voulais pas de question de normalité. C'est ça. Ce qui est super c'est de pouvoir se le dire. Et de se dire, bah, on fonctionne pas pareil. Et ce que tu vis, c'est ce dont tu as besoin, et moi j'ai un autre besoin. Mais on fait notre deuil pareil, on aime maman pareil. Il n'y a pas de. Chaque deuil est unique et chaque modalité dépend de chacun. C'est beau que vous ayez pu en parler. Ah ouais, j'ai trouvé ça super. Et puis en plus, moi j'avais besoin de temps pour continuer à discerner. Et. J'ai été très touchée aussi qu'on puisse se dire, bah, au-delà de nos besoins de deuil, on a besoin, moi j'ai besoin que toi tu sois bien. Et mon frère m'a dit, moi j'ai vraiment besoin que pour toi ce soit serein. Donc s'il faut attendre avant que tu décides de garder la maison ou de t'en séparer, je peux attendre. C'était idéal. Et donc il y a eu une année où cette maison est restée en indivision, mais il n'y a que moi qui y suis allée. Et ma famille. Parce que mes enfants et mon mari, ils aiment beaucoup cette maison aussi. Enfin, au-delà de la maison, la région, les souvenirs qu'on a là-bas. Et puis, voilà, mon frère ne montrait pas de signe d'impatience, mais un jour m'a dit, mais je sens quand même, comme finalement il n'y a que toi qui y vas, que ce serait même peut-être bien aussi pour toi de clarifier et que finalement on fasse cette succession-là. Et il avait raison, en fait, c'est vrai, c'était super de le faire. Et puis, ce qui m'a aidé à garder cette maison, moi, c'était... Je pouvais pas me dire, je rachète la maison de ma mère et elle devient la mienne. Par contre, je pouvais me dire, l'héritage de ma maman, pour moi, c'est cette maison. Pour l'autre, c'est une somme d'argent. Je la reçois de ma mère. Je l'achète pas. C'est subtil, hein. Mais c'est vrai que c'était compliqué pour moi de me dire, ah ben je la prends ou je l'achète. Ou... Là, je suis juste, c'est juste que ma succession avant c'est une maison ouverte et à disposition de toutes les personnes qui auraient besoin de se reposer, de partir au bord de la mer, d'aller se vivifier dans ce lieu que je trouve... D'abord, la maison, je trouvais habitée de l'âme de ma maman et d'une grande... moi, elle me stimule au niveau de la créativité. Je pense qu'elle porte ça. Et puis on s'y sent bien, nous. Donc, voilà. Elle est dans un lieu magnifique. Et moi, je dis à mes amis, moi, le dessein de cette maison, c'est qu'elle vive. Ma maman n'est plus là, mais cette maison peut vivre de votre vie. Et est-ce que sur ton chemin, il y a eu d'autres choses qui t'ont aidé? Donc, je parlais des amis, je parlais de la famille, notamment mon frère, qui est vraiment précieux, très précieux pour moi, puis avec nos relations sont très saines, je trouve, et c'est réjouissant ça. Voilà. Bah oui, il y a eu un jour où je te parlais de la solitude, j'ai eu ce besoin-là de m'isoler. Le réveillon 2024, avant la mort, je savais qu'en 2025, il y aurait probablement 1 ou 2 décès, mais je savais que ma maman, comme ma sœur, était malade et qu'elle ne guérirait pas. Je voulais pas rentrer dans l'année en faisant la fête, j'avais besoin d'être seule. Et du coup, il y a un petit endroit qui est vraiment un cocon ressource pour moi, à Bru, qui est un ermitage. C'est un lieu de silence, ils l'ont appelé Notre-Dame du désert, il y a une très belle icône et une croix. C'est un lieu très imprégné, très habité d'une prière, d'une ferveur, d'une quête. Donc ça, c'est une grande ressource pour moi. Et cette entrée en 2025, elle m'a vraiment comblée bien plus largement que ce que j'avais imaginé. Et puis voilà, lorsque j'ai ouvert la Bible le 1er janvier 2025, avec cette demande de recevoir une parole pour la route, j'ai prié, j'ai ouvert la Bible, j'ai posé mon doigt les yeux fermés, et quand j'ai ouvert les yeux, mon doigt était posé sur
pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? J'ai vraiment reçu cette parole au fond de mon cœur et elle m'a portée toute l'année parce que du coup j'essaye aussi de chercher la vie dans la vie. Même si je peux me relier aux défunts de ma famille, je crois quand même que la vie est là aussi à travers les humains qui sont sur ma route. En témoigne cette femme qui m'a fait un câlin, mais c'est tout le temps en fait. Et donc l'homme qui a créé ce lieu m'a envoyé un jour une info pour une conférence sur le deuil. Je me suis dit, mais c'est vrai qu'en fait, moi je me suis jamais intéressée tellement au processus de deuil. Est-ce que des infos pourraient m'être utiles ? Donc, je suis allée à cette conférence. Déjà, je trouvais ça impressionnant de me dire que tous les gens qui sont là, ils se posent la question, ils vivent un deuil, je suis pas toute seule. Et j'ai entendu 2 choses importantes qui m'ont aidée à cette conférence. La première, c'est on ne fait pas le deuil d'une personne, mais d'une relation à cette personne. Ça a été très soulageant pour moi, parce que c'était 6 mois après les décès, et je voyais bien que les gens parlaient de Séverine ou de maman de façon très différente de moi. Et il y avait quelque chose en moi qui disait mais non, elles n'étaient pas comme ça, mais non, moi c'est pas du tout ce que je connais d'elles, ou c'est pas ce que j'ai vécu. Et se dire en fait c'est normal, on a tous eu une relation unique avec cette personne, donc le travail du deuil c'est de consentir à l'absence de cette relation ou à une autre forme de relation avec elle, mais les autres ont leur propre relation et ce qu'ils disent est vrai. Ça m'a vraiment éclairée. Et puis il y a eu une deuxième chose importante que j'ai entendue à ce moment-là. Il y a un temps incompressible au deuil. Et c'est Amélie Roulier qui m'accompagne maintenant, qui faisait cette conférence, qui est vraiment une super ressource pour les personnes en deuil, qui disait en fait, quand on a une plaie, il y a un temps incompressible de cicatrisation, et même si on met des onguents, des produits, ça peut éventuellement accélérer un peu, mais de toute façon, la cicatrisation prend du temps. Et il y a un jour où cette cicatrice, quand bien même elle reste, ne fera plus mal. Ça m'a vraiment... je me suis dit, ok, il y a un temps incompressible, mais il y a quand même un moment où ça fera plus mal. Ça t'a soulagé. Ça m'a soulagé, ça. Ouais. Et puis surtout, je me suis dit, elle est chouette cette femme, j'aime beaucoup la façon dont elle parle, c'est simple. Elle est très, je trouve, dans la précaution de redire l'unique de chacun. Et c'est pas... D'abord vous allez vivre ça, après vous allez vivre ça. Non, on reconnaît qu'il y a certaines phases, mais c'est différent pour chacun. Je me suis dit peut-être aller voir quelqu'un qui a elle-même traversé un deuil, puisqu'elle a écrit un livre. Les métaphores de son livre rejoignaient les miennes autour de la barque, autour de la tempête, autour du calme, autour de la navigation de nuit, quoi. C'est le titre de son livre. Et du coup, je l'ai appelée. Et elle m'accompagne toujours. La première chose qu'elle a faite qui m'a beaucoup aidée, c'est de me proposer d'avoir un cahier. Parce que moi j'aime dessiner, écrire, etc. Donc je le faisais spontanément, mais d'avoir un carnet de deuil pour ma mère et un autre pour ma sœur. Parce que ça c'était une difficulté. De pas faire un paquet, quoi, en fait. Et je sentais bien qu'il y avait quelque chose de pas juste. Pour autant c'était arrivé tellement rapidement dans le temps qu'elles étaient quand même ensemble dans mon cœur. De pouvoir avoir ces deux deux espaces symboliques. Oui, ce que je t'ai pas partagé sur le difficile, c'était vraiment ma mission de mère quand même, qui a été un peu ébranlée, tu vois, parce que j'avais plus les témoins de mon histoire de femme et de mère à mes côtés, dans les moments où
c'est cette traversée de l'adolescence pour mes deux filles, où moi je suis un peu vulnérable, où je suis moins solide, où je suis où ça se cherche et où j'ai plus ces appuis de modèle de mère. Ça a été vraiment compliqué pour moi. Et en fait, je découvre aujourd'hui que des tas de femmes me sont données sur la route pour m'épauler. J'ai d'ailleurs fait un dessin avec mes paulettes. Je me suis dit, elles sont là pour m'épauler et je les appelle mes paulettes. J'ai entendu ça et ça me parle beaucoup que chaque crise, chaque ébranlement nous invite, et je le sens là, à, si on y plonge, on n'a pas trop le choix, mais si on y consent, d'abord, je pense vraiment que les forces nous sont données au fur et à mesure et qu'il n'y a aucune anticipation qui vaille. Parce que chaque fois que j'ai redouté un moment ou une étape, finalement y aller les mains ouvertes, le cœur nu et se dire ne pas me carapacer pour passer en force une étape qui me faisait peur et que au contraire j'y suis allée vulnérable. Les grâces m'ont été données pour la vivre et pour la vivre avec une abondance de vie, vraiment. Ça c'est. Et ces crises là, je pense que moi j'ai l'impression d'avoir perdu un peu des illusions. C'est-à-dire que ça pourrait être oh ben non zut alors parce que sur la tombe de ma sœur il y a écrit la vie est belle et je crois profondément que la vie est belle mais elle est pas facile et bien je crois que oui c'est mystérieux tout ça mais si on y est on se rend compte que c'est de la vie, c'est encore de la vie jusqu'à être mort et donc ça prend du temps, et puis il y a des hauts et des bas dans ce mystère. Je vois bien que chaque fois que j'accueille, que je dis oui à ma vulnérabilité, à ma part de doute, à ma part de chagrin, à ma part de fragile, ça m'ouvre vraiment à l'autre fragile. Mes amis en difficulté se déposent plus volontiers. Et je suis trop émerveillée de ça, parce que je me dis, ils pourraient vouloir me protéger, parce que j'ai eu des trucs difficiles à vivre et tout ça. Non, non, on me fait confiance pour être un soutien, alors que je suis pas du tout plus forte qu'avant. Je pense qu'au contraire, je suis plus ouverte à ma vulnérabilité. Ça, c'est quand même une chouette trouvaille, quoi. Enfin, une chouette découverte. Bah, merci beaucoup. Bah de rien. Ouais, pour tous tes mots, pour ce que tu m'as partagé là, de ce que tu as vécu, de ce qui a été douloureux et de tout ce qui a été ressource sur ta route jusqu'à aujourd'hui. Merci à vous qui nous avez écoutés et puis vraiment voilà, j'ai ce souhait toujours dans chaque épisode que chaque partage puisse être inspirant et soutenant pour les personnes qui nous ont écoutés. Merci beaucoup. Merci Coralie.